10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Samy Nasseri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous vous rendez Merci compte, à on a vous. Samy Nasseri en Oui, studio. on est ravis de vous recevoir. Moi, je vous disais combien j'admirais le comédien que vous êtes et on est ravis de vous revoir sur les écrans. Ce sera aux côtés de Stéphane Fraisse samedi soir sur France 3 pour une formidable fiction, Mémoire à vif. On aura Stéphane Fraisse normalement en ligne avec nous tout à l'heure et c'est à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis. Que démarre ce film, cette fiction, on va en parler. Ouais, c'est le 25 septembre et donc par une stèle qui rend hommage aux harkis et c'est le début du film. C'est le début du film et tous les ans, donc le 25 septembre, hommage aux harkis. Je disais que j'étais ravie de vous revoir parce que vous avez eu une longue interruption de carrière. Oui, j'étais un petit peu à l'étranger aussi, un petit peu beaucoup, puisque la France m'a boudé un petit peu, mais je m'y suis retrouvé dans tous les pays de l'Est. Oui, en Russie, vous êtes une star, j'ai vu ça. Oui, en Russie, au Kazakhstan, en Roumanie, en Ouzbékistan, tous ces pays-là sont fans. J'ai eu la chance de faire les 4 volets de Taxi et la distribution et Luc Besson des 4 taxis, ils l'ont vendu dans le monde entier. Et du coup, ça a fait quoi qu'on vous a demandé comme comédien là-bas? C'est-à-dire que y a tous les gens de l'Est là ont vu les taxis, puis en y allant là-bas, j'ai été retrouver un copain en 2016. Je suis resté 2 ans et demi avec lui là-bas, c'est un chanteur, et en rentrant bien évidemment pour respecter les visas. Et puis j'ai fait des rencontres comme on en fait ici à Paris ou ailleurs. Et puis après c'est des festivals. Non, il y a Google Trad. Donc c'était assez simple, c'est à toi, à moi, à toi, à moi. Et puis c'est compliqué le russe. Pour jouer, il fallait, c'est un peu compliqué parce que je devais caler ma réplique au dernier mot de la personne qui est en face de moi. Vous me dire une phrase en russe? Dobreviech, Davai. Incroyable. Ils sont contents aussi, nos auditeurs. Ouah, Samy, la classe, il nous a donné tellement de bonheur. Samy, quel plaisir de le revoir. Ne partez plus jamais. Il y a un vrai lien avec le public. C'est ma jeunesse, moi. Oui, il y a une affection réelle pour vous. On va revenir sur. Moi, je suis tellement fier de vous recevoir. C'est gentil, merci. Mais non, mais parce que vous aviez une façon, c'était une façon de jouer différente, Taxi, c'était ça. C'est une complicité entre vous et Fred et les autres, et ça a vraiment changé une partie du cinéma. Laurence, elle nous dit, oh là là, ça faisait longtemps, je ressens beaucoup de sensibilité chez ce monsieur, je suis tellement contente. Vous dégagez quelque chose qui fait qu'on a de la tendresse pour vous. C'est gentil. Et on essaie de leur rendre, parce qu'il y a eu tellement, moi aussi je reçois beaucoup de messages de fans, mais on a tellement rencontré du public et ça a été tellement une joie pour les Marseillais et puis après partout dans le monde. Bien sûr. Il y a des coups de feu, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mort, ça rigole. Voilà quoi. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ah là là, Valérie, c'est la star du nouveau gouvernement Barnier et les médias ne parlent que de lui. Bruno Retailleau par-ci, Bruno Retailleau par-là, facho ou pas facho. Et puis, depuis sa nomination, il fait le tour de toutes les chaînes de télé. Pas sûr qu'il ait découvert encore à quoi ressemblait sur son bureau Place Beauvau, parce qu'il est plus sur les plateaux télé. Et évidemment, qu'il s'en est amusé quotidien. C'est le poids lourd politique de ce nouveau gouvernement, le nouveau ministre de l'Intérieur, le très conservateur Bruno Retailleau. C'est l'une des nominations au gouvernement les plus commentées. Le ministre qui fait le plus parler de lui, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Il va falloir qu'on s'attarde un peu sur le style Bruno Retailleau. Le nouveau ministre de l'Intérieur. Il marque son territoire. Alors lui, il n'hésite pas. Lui, il dit 3 choses importantes, l'ordre et l'ordre. Merci, au revoir, à demain. Alors lui aussi a bien suivi la consigne de Michel Barnier. Il a pris la parole à plusieurs reprises, d'abord chez nos confrères du Figaro. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Gilles Boulot. J'ai été sur le site. Attendez, pardon, je vous interromps, excusez-moi. Bruno Retailleau vient d'arriver dans un commissariat. Bruno Retailleau qui échange avec des forces de l'ordre. C'est son premier acte symbolique de ministre de l'Intérieur. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sonny Mabrouk. Oui, c'était un peu le Retailleau show. Qu'est-ce que vous pensez du Retailleau show? Franchement, je suis pas très politique. Moi, j'ai du mal avec la politique. J'ai déjà du mal avec mon, pas du mal. Enfin, tout est
avec mon métier d'artiste, si je puis dire. Donc si je commence à m'occuper de la politique, je suis pas sorti de l'auberge. Est-ce que c'est le rôle des artistes de prendre position ou pas? Bah, il y en a qui le font. Moi, je suis suisse. Donc, je regarde, bien évidemment, que j'ai une opinion, mais je les partage avec les copains à la maison. On en discute un petit peu. Mais vous voulez pas réagir, en fait. Non, c'est ça la vérité. J'aime pas dire parce que tu vexes l'un, tu te fais copain de l'autre, et puis d'un coup tu te vexes avec l'autre, et puis c'est tellement compliqué tout ça. Je suis pas assez. Je fais pas de politique dans mon pays, j'en fais pas dans les autres pays. Je suis un artiste, voilà. Vous la regardez la télé? Bien sûr. Ouais. Vous regardez quoi? Oh je regarde beaucoup de films, bien évidemment. Hier, je regardais un film qui s'appelle Exodus, qui est avec Paul Newman. Voilà, sur les voilà, qui est un vieux film. Ah oui. Voilà. Et puis je regarde bien évidemment aussi des émissions, mais j'essaye de pas trop écouter les chaînes d'infos. Ouais. J'essaie de me faire mon opinion, puis. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre parti pour l'un, pour l'autre. Tu vas vexer l'autre, tu vas te disputer avec lui parce que tu auras dit quelque chose qui est... Donc, je vous laisse vos trucs. Moi, je regarde. Et moi, j'en parle avec mes potes, mon frère à la maison. Ouais, d'accord. Et puis, quand on a fini, on s'embrasse. Bon, salut, à demain. Voilà, quoi. Le désespoir de ces habitants d'Échirolles, Valérie, dont ils ont dû quitter sur ordre de la police leur appartement, leur immeuble, parce que le bâtiment était envahi par des dealers de drogue qui avaient pris le pouvoir. La municipalité a décidé de nettoyer totalement cet immeuble et donc les habitants ont été mis dehors. Ils pourront revenir. Ils pourront revenir évidemment pour que le point de deal disparaisse. Le Trésor de France 2 était au cœur de cette opération. Bonjour monsieur, je viens vous voir concernant l'arrêté de mise en sécurité. Un danger de mort permanent, risque d'incendie notamment, car dans les coursives, toutes les installations électriques ont été mises à nu par les dealers qui sévissent ici. C'est le cauchemar des locataires. Moi, c'est terminé. Non. Il y a eu trop de dégradation, trop de laisser-aller. On paye l'assurance, on paye le loyer, on a notre contrat, et nous, on n'est pour rien. L'immeuble est devenu au fil des ans un point de deal important pour le trafic de stupéfiants. Voilà, donc là on a découvert du produit stupéfiant. Le bâtiment est optimal pour installer un trafic de stupéfiants puisqu'on a des points de vue de partout. Une fois évacué, l'immeuble sera inaccessible le temps que les travaux de mise aux normes soient réalisés par les copropriétaires. À Échirolles, cette décision radicale interpelle les habitants. L'argent est tellement fort en banlieue sur la drogue que ça va être compliqué de leur proposer autre chose. Ça fait un moment que ça dure, ça. Ouais. Et puis on voit ce qui se passe à Marseille, c'est dramatique quand même. Mais est-ce que moi j'ai été donné le coup d'envoi d'un match de foot de jeunes des 15-16 à Vitrolles cet été au mois de mai. Et les gars qui m'ont accueilli, c'est des anciens gars de quartier qui à un moment donné, ils se sont dit on veut pas que nos mômes ils finissent comme ça ou qu'ils aillent se droguer, fumer du shit. Mais si vous voyez les infrastructures à Vitrolles du club où j'ai été, et c'était abusé. Donc est-ce C'est-à-dire dans quel sens c'était c'était n'importe quoi. Le point de pénalty, c'était recousu avec du fil, et puis c'est le président du club avec ses managers et ses entraîneurs qui recousent les vestiaires, plus de poignées aux portes. Je sais pas. J'ai eu une réaction. J'ai été interviewé par des confrères à vous et je leur disais mais pourquoi là le conseil régional ou la mairie ne file pas un coup de main pour que justement on aide ces gars anciens du quartier alors ils sont pas tous à aider les jeunes, il y en a aussi qui continuent à trafiquer, je suis d'accord. Mais c'est tellement compliqué. Mais le business est tellement devenu fort qu'on peut plus leur proposer autre chose. Même les parents, ils ont lâché l'affaire. C'est compliqué ça aussi. Vous imaginez d'aller parfois dans les quartiers pour parler aux jeunes, raconter votre histoire, ou vous n'avez pas très envie de faire ça parce que vous pouvez avoir une parole. Je l'ai fait à une époque, j'ai 63 ans moi, donc je l'ai fait. Mais c'est 63 ans. Ouais, j'ai 63 ans, je suis né en 61, donc imaginez. Vous êtes un papy maintenant. Ouais, mais ça va, je cours ça encore, va. J'ai un peu de cardio, ça va aller. Je ferai pas la course avec vous, ça va. Non, je l'ai fait il y a longtemps, et après je dis est-ce que ça sert à rien? Parce que ça fait quoi ça? Si ça peut servir d'avoir cette parole. Vous traversé des choses difficiles. Vous en avez payé le prix cher. Donc je pense que c'est une parole qui peut porter.
Je le fais, j'ai des copains à moi j'ai 2-3 copains qui sont policiers et qui font un truc qui s'appelle avec les gens du raid et qui vont dans les quartiers faire ça. L'autre jour, il était dans un quartier lyonnais où il avait des jeunes. Il m'appelle en vidéo, c'est un policier. Il m'appelle en vidéo pour que je parle avec leurs jeunes. Donc là, c'est mon pote. J'ai été faire le Noël des enfants malades à Lyon avec lui, donc on est devenus copains. Et je leur parle aux jeunes, je leur dis, je leur explique, j'essaye de leur dire des choses. Mais voilà, je fais mon boulot à mon petit niveau. Mais aller dans les quartiers, j'ai ma vie, j'ai une femme, j'ai un fils, Le connaître la gloire et l'argent fascine un peu trop tôt, ça peut vous détruire un homme, un équilibre. Une séquence fait beaucoup parler sur les réseaux et a été beaucoup reprise, celle de Guillaume Janton de Touche pas à mon poste, qui a vu sa vie changer avec de nombreuses commandes et reportages d'habillage de sa société. Et il gagnait beaucoup d'argent à lui en faire perdre la tête. J'ai perdu 3 ou 4 millions d'euros dans des conneries, dans des coiffures. Moi, je viens de province. J'avais pas d'amis, j'avais pas trop de meufs, on s'intéressait pas à moi. Et que d'un coup, t'as de l'argent, tout le monde veut être pote avec toi, tu peux avoir n'importe quelle nana que tu veux. Tu dépenses, tu fais n'importe quoi, t'es grisé, voilà. Donc moi, j'ai fini avec 2 Lamborghini, une Porsche, 3 appartements en loc. Mais tu veux que je te dise, à chaque fois que je te voyais. Mais oui, vous me dites comment tu fais. Vous l'avez même dit dans l'émission. Non, mais je le gagnais l'argent, mais je gagnais 100, je dépensais 150. Mais je disais à chaque fois, je disais, Guillaume, il a un train de vie, il est insuivable. Personne t'a dit, tu déconnes, Guillaume? Mais non. Puis les gens autour de toi, ils sont contents. Bien sûr, oui. Tu leur payes tout, c'est normal qu'ils soient contents. Machin, tiens, j'ai besoin d'une voiture, je t'achète une voiture. Tiens, on est 20 au restaurant, j'ai mes potes qui viennent, viens. Je faisais n'importe quoi. Ça vous a grisé, vous aussi, l'argent? Oh, moi, ça m'est tombé dessus. Le succès m'est tombé dessus, rapidement avec le Taxi 1. On n'a rien compris. Alors après, tu le gères bien ou tu le gères mal. L'argent, j'ai pas eu vraiment de. Alors j'en ai pas mis. Je l'ai. Excusez-moi du terme, je l'ai cramé. Je l'ai cramé. Je faisais profiter les autres. Les autres, c'est moi qui dégainais la blague dans les boîtes de nuit. J'amenais les copains, justement les copains de quartier, parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer en boîte. Donc c'est moi qui faisais le chef de file et j'amenais tout le monde avec moi. J'ai pas récupéré grand chose avec ça quand j'ai eu des problèmes. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, je fais plus pareil. Aujourd'hui, on est producteur depuis 2 ans et demi. Et moi, quand je fais un film aujourd'hui et quand je peux, je prends des points. C'est fini les cachets. Donc j'ai une chérie aujourd'hui qui a 29 ans. Voilà, je vois loin et j'essaye de me placer en tant que producteur quand je fais des films parce que je l'ai pas fait quand j'étais jeune. Valérie Amir, qu'on a entendu tout l'été à la coupure pub des Jeux Olympiques, et même abrutissant, à chaque fois on entendait un bout d'Amir. Il sort un nouvel album, il était invité hier dans C'est à vous, parce que vous savez que je finis toujours en musique. Alors son nouveau single s'appelle Complémentaire et ça raconte comment la difficulté d'être complémentaire pour que votre couple dure. T'as de la fièvre, je tremble. Devant tes lèvres, il me semble que je fais bien de me taire. Tu fermes les yeux, je me perds. Quand t'as la rage, je suis sanguin. C'est votre truc, Amir? Non, pas. Je m'en doutais. Ouais, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Voilà, c'est le mot. Allez, on se retrouve dans un instant avec Samina Seri et Stéphane Fraisse, que vous allez retrouver samedi soir dans une fiction formidable, Mémoire à vif. C'est à suivre sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Samina Seri. Samina Seri, on est ravis, encore une fois, je le redis, de vous recevoir, et nos auditeurs aussi. Beaucoup d'affection pour vous. Évidemment, Taxi a marqué toute une génération. Enfin, les 4 taxis ont marqué toute une génération, mais c'est le premier en particulier. Vous nous disiez que c'est là que la célébrité vous est tombée dessus. Et on va vous retrouver donc sur France 3 dans une fiction, Mémoire à vif, réalisée par Julie Galli. Vous êtes aux côtés de Stéphane Fraisse et c'est à l'occasion de la journée de commémoration, journée d'hommage aux harkis qui se tient chaque année le 25 septembre. Et c'est une fiction qui, à travers c'est une forme de polar,
propose de se plonger un petit peu dans ce qu'ont pu être la vie de certaines familles harkis. Alors ne partez pas quand on dit ça, parce que c'est vraiment en toile de fond. Et vous avez un rôle de taiseux. Vous êtes patron d'un café, vous souriez jamais. Ouais, un taiseux. Vous vous taisez pas mal. Vous regardez. Vous connaissez pas ce mot? Non. Un taiseux, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui regarde. On voit que vous êtes au monde. J'ai appris quelque chose. J'ai bien fait de venir à cette radio. Non, mais merci. vous êtes. C'est très un rôle très intériorisé en fait. Ouais. Il parle pas beaucoup. Il est renfermé sur lui-même. Ou quand il dit quelque chose, c'est pour empêcher Stéphane Fraisse de boire trop de caféine, parce que ça va le rendre malade. Ou le petit jeune qui vient acheter des bonbons et lui dit tu sais que c'est plein de voilà quoi. En fait, il aime les jeunes. Il fait attention à eux, à leur santé ou aux policiers qui est Stéphane Fraisse. Mais en fait, il casse son business. C'est ce que lui dit Stéphane Fraisse. Il lui dit tu fais pas un gros commerçant. Hein. Alors évidemment, la toile de fond, c'est les harkis. Quel regard vous avez sur... En fait, ils se sont entretués entre frères. Chacun a fait son choix. Soit d'être français ou soit d'être algérien. Ouais, chacun a choisi son camp. Il y a eu beaucoup de souffrances des deux côtés. Et la France qui a laissé les harkis aux mains des Algériens, qui leur a demandé de ne pas les reprendre. Et il y a eu un massacre de plus de 50 000 harkis en Algérie quand même. Alors je connais pas bien l'histoire parce que mon père qui vit aujourd'hui en Algérie et qui est remarié, je connais pas bien l'histoire parce que je l'ai découvert moi à 12, 13 ans, 15 ans quand on... Voilà, mais on n'en parlait pas à la maison. Encore, je me répète, je fais pas de politique parce que c'est un peu compliqué. Mais je sais que quand on était là-bas à Valbonne, j'ai vu là où on a tourné le camp où on découvre le cadavre. On nous disait que c'était un bidonville à ciel ouvert pour les harkis. Ouais. Et c'était un peu ce qu'on avait à Nanterre quand. Pareil pour tous les jeunes de Nanterre là qui habitaient dans les bidonvilles. Ça m'a fait penser au film qu'on a fait avec Rachid Bouchareb pour lequel on a eu la Palme d'Or. Indigène, bien sûr. Tous ces Tunisiens, Marocains, Sénégalais, Algériens qui ont récupéré le Monte Cassino et puis heureusement que Madame Chirac à l'époque quand ils ont vu le film elle a dit à son mari il faut que tu remettes donc ils ont remis ensemble les pensions pour les... Voilà quoi. Mais c'est une guerre civile, c'est tellement dramatique quoi. Ouais. Stéphane Fraisse est avec nous. Bonjour Stéphane Fraisse. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous au moins par téléphone. On vous retrouvera évidemment dans cette dans cette fiction sur France 3 samedi soir. Vous jouez le rôle d'un commandant de police, Cédric Bonfanti, qui revient après une absence. On va pas raconter toute l'histoire. Vous êtes aux côtés de Mina Ryan. Voilà, je cherchais son nom. C'est juste incroyable. Et vous êtes un flic un petit peu particulier. Il y a beaucoup d'humour dans votre rôle. C'est ce qui vous a plu dans cette fiction? Pour vous dire la vérité, c'est... On vous a perdu. Alors, ça y est, on vous a retrouvé. Vous êtes là? Vous n'avez pas de réseau. Est-ce que ça passe là? Ça y est, tant mieux, ouais. Alors, je disais juste que c'était effectivement assez compliqué parce que c'est une ligne de crête pour raconter à la fois une histoire grave. Je vous entendais, j'entendais Samy parler des harkis et à la fois raconter l'histoire d'une rencontre improbable entre cette jeune flic et ce commandant de gendarmerie. Donc voilà, il y avait un sujet qui était, il y avait deux sujets en fait, une histoire de vie et puis l'histoire des harkis qui est une histoire grave. Et donc tout le défi c'était de pouvoir les faire vivre ensemble. L'humour est toujours un moyen de faire passer certaines choses. Ouais. Vous savez, on a tourné ça il y a 2 ans, donc j'ai des souvenirs. Oui, j'ai des souvenirs un peu lointains maintenant du film. Je me souviens en tout cas des beaux moments. Je sais que Samy était avec vous et j'aime beaucoup Samy et je le trouve formidable dans le film, donc j'ai des souvenirs. Merci, mon ami. Mais tu es très bien aussi. Oui, vous êtes formidable. Tu es magnifique. On est tous magnifiques dans ce film d'ailleurs. Je sais pas. Le but surtout, c'était de traiter un sujet et d'essayer de le faire
mieux, mais c'est vrai que la comédie peut servir à ça. Après, il faudrait que je me refasse une idée plus précise du film en le revoyant. En tout cas, c'est incroyable. Vous tournez beaucoup et vous êtes au théâtre d'ailleurs en ce moment, hein, on peut le dire, le Cercle des poètes disparus, vous reprenez la pièce, donc c'est vrai que c'est la vie des comédiens aussi de passer d'un ça n'a pas effacé toute ma mémoire non plus, mais quand même... C'est vrai que. Qu'est-ce qui fait que vous décidez ou pas de tourner dans une fiction? C'est une question un peu bateau et un peu difficile, j'imagine. Mais non, elle n'est pas si bateau que ça. Elle n'est pas si bateau que ça. Vous avez raison. En fait, c'est très compliqué. Bon, il y a des sujets ou des rencontres avec des personnages qui créent une évidence parce que. Ils croisent votre route à un moment de votre vie et ils vous disent arrête-toi et prends-moi, empare-toi de moi parce que tu vas en avoir besoin. C'est une espèce de chose, cette espèce de voix qui vous parle et qui vous impose, impose de les saisir et de les emmener. Et vous vous rendez compte ensuite que vous avez bien fait parce que ou la rencontre que vous avez faite avec lui ou les rencontres qui ont été ont changé votre vie. Et puis il y a parfois des histoires curieuses qui n'appartiennent pas à votre quotidien. Le monde des harkis, ce monde des flics, tout ça n'était pas mon histoire. J'ai rencontré 2 productrices formidables avec qui je me suis merveilleusement entendu. J'ai eu le sujet en main, on a retravaillé aussi un peu certaines choses dessus. On est parti dans cette aventure et puis après, il vient un film. On n'est pas toujours d'ailleurs... un film, c'est une histoire qui tient beaucoup l'humain au-delà du sujet. Et si une chimie se fait, eh bien, on peut amener le film un peu plus loin que son écriture. Et c'est chouette et c'est beau. Ouais. Et de toute façon, c'est une histoire de rencontre entre des hommes. Et puis ce que disait Samy est juste, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre des hommes et entre des hommes qui ont des vies et des destins, certains terribles. Et donc, c'est bon de se sentir... Alors, entendons-nous avec beaucoup de modestie humblement, mais se sentir un tout petit peu au service d'une cause et de pouvoir en parler, au moins de pouvoir la dénoncer. Donc c'est de ce point de vue-là. C'est ce qui a été justement le point de départ pour vous, le fait d'accepter cette fiction-là, c'est que le sujet des harkis, qui est très peu traité à la télévision en tout cas, c'était important d'en parler au travers, vous le dites, de cette fiction polar avec beaucoup d'humour dedans. Oui, c'était important d'en parler. C'est vrai que le personnage de Bonfanti n'était pas écrit, donc j'ai proposé avec mes productrices d'amener un personnage un peu italien, un peu lui-même, arraché de son milieu. Donc ça parle d'exil, tout ça. Et de racines, de ne pas oublier ses racines. Et voilà, exactement. Ça parle de transmission, de racines, d'héritage. De ça, partout. De ce qu'on a fait, de ce qu'on a reçu. Ce sont des sujets qui sont très chers pour moi et que je traite aussi de mon côté. Oui. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans la fiction, c'est votre complicité avec Mina. Et je me suis dit que les 2 personnages, plus Samy au café, ça pourrait faire une série, en fait. Ça pourrait être récurrent avec un crime à chaque fois et le point de rendez-vous chez Samy. Et avec Mina, parce que vous avez une complicité tellement drôle. Ouais. Ah non, mais elle est super, je la connaissais pas, elle est charmante, c'est une partenaire délicieuse, attentive, virtuose et en même temps très, très, très attentive à l'autre. Vous savez, la grande difficulté, surtout à la télévision, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et qu'on a tous nos vies, avec nos ennuis, avec nos téléphones portables, avec tout ce qui peut parasiter la vie du quotidien. Et c'est vraiment bon d'avoir des gens comme elle. Et encore une fois, je ne le dis pas parce que Samy est près de vous, mais comme Samy et d'autres de ce film, qui étaient très engagés, pas seulement engagés politiquement ou socialement, mais engagés humainement dans le film. Voilà, c'est ce qui nous permet de vivre des aventures. On peut noter Valérie, Liliane Revers, Martin Lamotte qui est formidable. Martin Lamotte, il est drôlissime. Qui a dû prendre 15 kilos parce qu'il a toujours un pain au chocolat. Et Liliane Revers en concierge très raciste qui dit qu'il y a trop d'arabes. C'est un petit moment assez étonnant dans la série quand vous y allez, Stéphane Fraisse. Oui. Alors, en fait, pour vous dire la vérité, tout ça, vous citez exactement des passages sur lesquels j'ai pas mal travaillé avec nos camarades. Oui, oui, parce que c'est un peu carte blanche et on a travaillé finalement ensemble ensuite sur essayer de... Attendez, par contre, il y a du bruit parce que là, il y a des gens qui m'aiment. On a travaillé sur cet apport de comédie. On vous a perdu. Il a volé son portable, par exemple. Ah non, le vélo.
On vous entend très mal, Stéphane Fraisse, hélas. On va être obligé de vous laisser. Ça coupe énormément, mais vous viendrez, j'espère, en studio. En tout cas, nos auditeurs vous aiment beaucoup aussi. Disent que vous êtes un formidable comédien, très drôle. Et c'est vrai que là aussi, dans la fiction, vous avez vous incarnez un commandant de police très particulier. On se retrouve dans un instant avec Sami Nasseri. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Sami Nasseri. Ce matin avec nous, on a eu Stéphane Fraisse, mais des petites difficultés de connexion. Tous les deux seront sur France 3 dans une fiction qu'on vous recommande autour de l'histoire des harkis. Mais c'est d'abord et avant tout un polar. Ça commence par un meurtre, puis un second meurtre. Il y a plein de petits rôles. On peut citer Anthony Colette. Il y a Anthony Colette, absolument. Roman Serda qui est également à l'affiche. Anthony Colette, on l'a dit, Liliane Rover, Martin Lamotte, très drôle, et puis Mina Ryan. Donc c'est un polar qui, comme le disait Stéphane Fraisse, permet de parler d'un sujet grave avec un ton un petit peu plus léger. Donc vous, c'est un retour aussi pour vous, Sami Nasseri. Vous recommencez à tourner un petit peu plus en France? Oui, c'est vrai, mais j'ai fait, comme je vous le disais auparavant, j'ai fait c'est un film avec un belgo-marocain. On a fait un film avec l'artiste. C'est le premier film de super-héros africain. Et on a tourné partout au Maroc, dans tout le Maroc, pendant le deuxième confinement. Donc à ça, on a fait le premier film de mon fils, Jackpot, puisqu'on est, comme je le disais auparavant aussi, on est producteur. Puis on a fait aussi le premier film de mon frère Bibi, qui s'appelle L'épée de Damoclès, avec Nadia Fares, Moussa Maskri, Samuel Le Bihan, mon fils. Ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma, tout ça. Et ça va sortir quand? Alors, le film de Bibi, il est en montage. Le film de mon fils en avril, et moi je suis passé derrière la caméra, j'ai fait un pré-film de 19 minutes pour présenter aux chaînes, pour qu'ils me suivent, et je réalise et je joue dedans. Voilà, 19 minutes de film, terminé, monté, on a tourné ça cet été au mois de mai, et là je suis en montage financier pour... j'ai fait 19 minutes comme j'ai jamais réalisé, à la fois pour me sentir à l'aise et pour voir si je suis capable, donc j'ai été capable, parce qu'on a fait 19 minutes pas trop mal, sans faire, même bien, sans faire le prétentieux, et puis pour montrer aux chaînes aussi que je suis capable, quoi. Ça y est, c'est fini, vous êtes... enfin entendu par les chaînes, par le monde du cinéma? Non, je pense qu'il y a des choses qui changent, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, je prépare un biopic. J'ai rencontré des amis qui font de l'intelligence artificielle, et j'ai envie de raconter un peu mon histoire, parce que c'est un peu occulté, où les gens ne me connaissent pas bien, et puis des fois il y a de la désinformation par rapport à tel journal, tel ceci, tel cela, et puis il y a ceux qui se sont acharnés sur Sami Nasseri. Donc je vais faire un biopic, et je vais partir de mes 25 ans, et je vais vieillir, mon visage va vieillir, c'est moi qui vais jouer jusqu'à Taxi 1, et puis je vais raconter des choses, mettre un peu, si on peut dire... C'est l'histoire de Taxi aussi, puisque c'est ça qui m'a fait connaître et découvrir du public. Du grand public, voilà. Mais c'est depuis votre enfance, en fait, c'est votre enfance jusqu'à Taxi, c'est ça? Non, de mes 25 ans. 25 ans, d'accord. Donc de mes 25 ans, je vais partir de mes 25 ans. Moi, j'ai envie de faire du cinéma depuis tout jeune, depuis que j'ai 6 ans, et que mon père a ramené une première télé noir et blanc chez nous, rue Saint-Martin. Mais j'ai vraiment compris qu'il fallait que je fonce là-dedans quand j'ai eu 25 ans. Là, les portes se sont fermées, c'était très dur. Mais j'ai poussé, jusqu'à mon premier film Rail, où j'ai pris un prix d'interprétation à Locarno, et j'ai pris le prix d'interprétation mention spéciale à Paris, c'était mon premier film. Et puis après, ça s'est enchaîné, puis la rencontre avec Besson, voilà, vous connaissez la suite. Vous le voyez toujours, vous le voyez toujours, Besson, ou pas? Vous avez des contacts? On s'envoie des petits textos, mais il est très occupé, il a fini Dogman, là il fait un autre film, voilà quoi. Est-ce que vous diriez que vous avez été un bad boy? Quelque part, peut-être, oui, j'ai grandi en banlieue parisienne à Montreuil, donc, alors je sais pas comment vous définissez le bad boy. Moi, je crois que je suis un bad boy avec un gros cœur, un cœur qu'on peut plus et qu'on peut plus donner aux autres, voilà quoi. Et après, j'ai rien fait vraiment de méchant et de catastrophique. Peut-être que à un moment donné, du mal à vous. Beaucoup. Ouais, certainement. Et puis à ma famille, et puis à ma pauvre mère, paix à son âme. Ouais. Luc Besson, vous est resté toujours à vos côtés? Parce que vous disiez que beaucoup de gens vous ont tourné le dos. Ouais, il y en a plein. La lâcheté, on peut rien faire. Hein, beaucoup de gens vous ont tourné le dos. Quand tu sens le gaz, et puis qu'on te dit que tu sens le gaz, il y en a beaucoup qui s'en vont. Non, Besson, Claude Lelouch, Besson, puis à un moment donné...
à un moment donné, quand il y a des pouvoirs ou des choses qui se manifestent, on me dit, on peut rien faire pour toi. Ouais. La haine va être en comédie musicale, est en train d'être de Kassovitz. De Kassovitz. Vous en pensez quoi? Et on vous a jamais vu au théâtre? Ah si, j'ai fait 2 pièces de théâtre quand j'étais jeune. Le Louche était venu me voir au théâtre. D'ailleurs, Luc aussi, j'ai fait Vous une première... aimeriez être au théâtre? Justement, je suis en pourparlers c'est la bonne question. Pour un call test, on m'a dit que call test c'était ma pointure. Ah oui, call test, oui. Et j'avais fait une pièce qui s'appelait les Terres de minuit. C'était l'adaptation d'un bouquin dans le théâtre d'Alfortville avec Christian Benedetti il y a très longtemps, 1h30 sous la pluie. Et puis on a repris aussi au théâtre du Gymnase l'Indien cherche le Bronx d'Israël Horowitz, où je reprenais le rôle d'Al Pacino et mon ami Duval reprenait le rôle de John Cazale. On a fait une tournée avec. J'adore le théâtre, c'est du sans filet, c'est tout de suite. Directement. Un auditeur dit, est-ce qu'on pourrait imaginer un taxi électrique? Non, mais c'est dans les... Est-ce que dans les tuyaux, il y a une suite à taxi? C'est dans les tuyaux, il y a un 6. On va laisser les producteurs, Luc Besson, les distributeurs, tout le monde voir qu'est-ce qui est possible. Nous, on a des idées. Fred est chaud, Fred Diffenthal est chaud, Bernard Farcy est chaud. Voilà, moi j'ai envie. Et avec la patte magique de Luc Besson qui sait écrire et qui nous connaît par cœur, peut-être il peut nous pondre, excusez-moi du terme, d'un 6 où on est voilà quoi, on est encore là, on est jeune, on est vieux, on raconte l'histoire. Voilà quoi, c'est nous on a très envie, c'est dans les tuyaux puisque je reparlais encore donc avec mes 2 compères il y a pas très longtemps. Faut juste que les producteurs, les distributeurs ils aient envie d'y aller puis avec tout ce qu'on voit là, tous les gens il y a de la demande, il y a des millions de personnes qui attendent un taxi 6. Donc il faut juste que les producteurs... Netflix ou les nouvelles plateformes devraient être tentés quand même. Ouais, mais la franchise franchise appartient à Luc, donc c'est Luc qui donne le feu vert, et puis les distributeurs ARP, Michel Alberstadt et Laurent Pétain, qui sont distributeurs du film. Mais voilà quoi, donc il y a plein de choses, tout ça que nous on contrôle pas, c'est eux qui ont la main. Nous on a très envie, moi j'ai super envie de me retrouver à Marseille dans un taxi 6 avec la dernière 508 ou je sais pas quoi. Vous faites VTC 6. Oui, VTC 6 ou Uber 23. Ouais, voilà. Samy, un message. Bonjour, je suis très heureuse du retour de Samy Nasseri. Nous étions toutes amoureuses de lui lorsque le premier taxi est sorti. Les autres aussi d'ailleurs. Merci à vous de l'avoir invité. Belle amitié, Géraldine. Il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Laurence nous dit je vous souhaite le meilleur. Merci. Moi j'ai une amie qui m'a envoyé un message aussi qui m'a dit j'aime beaucoup Samy Nasseri, super de l'avoir invité. Moi je suis très très surprise et en même temps enchantée. Ça fait 8 ans qu'on fait une émission avec Valérie. On a rarement je crois qu'il y a de l'attente. Il y a les gens attendent. Je vois quand j'ai fait Menace sur Kermadec sur la 3, la 3 il y a pas très longtemps, il y a un an ou quoi, et on a pété le score. Donc j'avais 5 jours de tournage, donc quand mon nom il y a de la demande, les gens ils ont envie, donc faut que les producteurs ils sachent et que les gens ils ont envie de voir du Samy Nasseri. Absolument. Et s'il y a un 6, il y aurait Marion Cotillard. Je sais pas ça. Qui meurt dans un accident. Non. C'est bien faire. Non. Mais après, c'est comme je vous le disais, c'est les producteurs et les distributeurs qui ont la main. Nous, on est. On attend ça. En tout cas, en attendant. Oui, c'est mercredi soir. Vous pourrez retrouver. Vendredi. Pourquoi je dis samedi soir, c'est après-demain. Ça cartonne. Les soirées de France 3 cartonnent toujours. Mémoire à vif, c'est un polar. Vous passerez un bon moment et vous apprendrez des choses sur les harkis. Mais c'est d'abord et avant tout un super polar. Sur les harkis et aussi de l'autre côté. Sur le FLN. Absolument. Et sur le FLN, oui, mais c'est ça. C'est parce que c'est une confrontation entre les deux. Comment le FLN a manipulé certains Algériens, évidemment. Merci à vous, Samy Nasseri. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.